Mesdames, Messieurs, bonjour. On s'était à peine habitué à une certaine chaleur qui annonçait l'été, que la fraîcheur vient nous rappeler qu'au mois d'avril, etc., vous connaissez le proverbe, c'est dommage. En tout cas, pour ce week-end, une étiquette instable, par moments du soleil, plus souvent des nuages, avec quelques averses ou des orages pour pimenter le tout. En somme, un week-end à parapluie de sécurité, au cours duquel vous pourrez toujours étudier vos itinéraires de vacances, ou alors visiter la foire de Paris que le ministre des Finances, M. Olivier Giscard d'Estaing, vient d'inaugurer ce matin. Pas de week-end pour les 3 cosmonautes de Soyouz 10, qui suit Salyut comme son ombre dans l'espace. Tout le monde s'attend aux opérations d'arrimage que d'ailleurs l'agence TASS vient d'annoncer. L'équipage de Soyouz 10 a procédé à des vérifications des principes de rapprochement et d'arrimage du vaisseau et de la station automatique. On pense que l'opération ne doit pas tarder à se produire. Et il est fort possible aussi, comme le pensent les spécialistes de la NASA, qu'un autre Soyouz soit lancé au cours du week-end avec d'autres cosmonautes à bord. Pour l'instant, les cosmonautes donc travaillent après 8 heures d'un excellent sommeil. C'est à Zagreb aujourd'hui que va se poursuivre la visite officielle de M. Jacques Chaban-Delmas en Yougoslavie. Hier après-midi, le Premier ministre était à Skopje, en Macédoine, cette ville qui a été très éprouvée, vous vous en souvenez, par un tremblement de terre en 1963. Les cicatrices s'effacent, les Yougoslaves reconstruisent vite et le Premier ministre a estimé que les Français devraient venir nombreux se rendre compte des efforts yougoslaves au cours de leurs vacances. Voici M. Chaban-Delmas ensuite au cimetière militaire français. C'est en effet à Skopje qu'ont été enterrés les poilus d'Orient tombés durant l'offensive victorieuse de l'automne de 1918. Aujourd'hui donc Zagreb, la capitale de la Croatie, ensuite Ljubljana qu'on appelle la Suisse du Nord et ce soir retour à Paris. En bref, maintenant, mobilisation générale des mouvements de pacifistes à Washington. On attend 100 000 personnes aujourd'hui dans la capitale américaine. Déjà hier, de nombreux groupes de vétérans ou de parents de tués au Vietnam sont venus jeter leurs médailles devant le siège du Congrès. Monsieur Rogers, le chef de la diplomatie américaine, a annoncé officiellement son voyage dans les capitales du Proche-Orient, Jérusalem, Le Caire, Amman en particulier. Après la mise en sommeil de la médiation Jaring, Monsieur Rogers pense avoir quelques chances d'entamer une procédure de médiation sur la crise du Proche-Orient. Monsieur Rogers sera à Paris jeudi prochain pour en parler avec le gouvernement français. Genève, 40 prêtres venus de 14 pays différents se sont réunis pour étudier les problèmes qui se posent actuellement à l'Église catholique et en particulier aux prêtres. Les participants à cette réunion sont tombés d'accord sur 2 idées. Le problème du célibat des prêtres devrait être confié aux évêques de chaque pays. D'autre part, l'ordination d'hommes mariés devrait se faire également selon les besoins de chaque partie de la communauté catholique. La question de savoir s'il faut ou non confier la prêtrise aux femmes n'a pas été repoussée. Enfin, en France, une nouvelle visite du ministre de l'Équipement au port français. Après Le Havre, Dunkerque, hier c'était Marseille, un reportage de Claude Guénière. Le port de Marseille, 11h30. Ça, c'est ce que le ministre de l'Équipement et du Logement ne veut plus voir. Des équipements portuaires qui coûtent cher, qui dans la journée ne fonctionnent pas. De 11h30 à 13h, les dockers mangent. Pour M. Chalandon, il faut améliorer le rendement des ports français par une meilleure organisation du travail. Et puis le conflit qui dure depuis 8 mois paralyse souvent les ports. Notre port roule 24 heures sur 24 heures, c'est-à-dire que nous avons une journée normale de 8 heures, que nous avons des vacations dites spéciales qui commencent à 13 heures et terminent à 19h30. C'est peut-être vrai pour Marseille, mais pas pour Dunkerque par exemple, qui a une activité moindre. Dans leurs revendications, les dockers qui ont un statut spécial, n'ont pas de patron et vont chaque jour à l'embauche, demandent l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, l'augmentation de l'indemnité de garantie en cas de chômage et enfin le monopole de déchargement. Nous avons, ce qui est toujours autour de cette loi, la privatisation des quais. La privatisation des quais, c'est-à-dire donner au monopole capitaliste le pouvoir de priver les quais et d'employer une main-d'œuvre non portuaire, c'est-à-dire de se passer des dockers et de faire travailler des travailleurs d'usines qui sont régis au régime commun. Nous considérons que tous les travaux, que ce soit dans les postes privés ou publics, soient effectués par des ouvriers dockers. C'est pour régler ces problèmes que M. Chalandon a entrepris la tournée des quais. Le Havre, Dunkerque, Marseille. Ce matin, on ne travaille pas.
bananier, 150 000 régimes, 2 jours. Il y avait 500 tonnes de marchandises. S'ils n'auraient pas eu une heure d'arrêt par rapport à la pluie, ils auraient terminé à 3 équipes les 500 tonnes. Et déjà dans une cale, ils font l'embarquement. D'ailleurs, vous savez la renommée du port de Marseille au point de vue de la rapidité. En revanche, je viens d'entendre le capitaine du bateau, qui c'est un bateau israélien, qui me dit qu'il est obligé de repartir avec la marchandise à bord, qui n'aura pas pu être déchargée, parce qu'à cause du conflit actuel, il n'y a pas d'heure supplémentaire, et le bateau ne pourra pas être terminé à temps. Il est obligé de repartir avant d'avoir déchargé toute la marchandise. Vous aimez votre métier, c'est un beau métier. Il est dur, mais c'est un beau métier. Il est très très dur. Plus les choses sont dures, plus on est attaché à elles, souvent. Naturellement, on tient beaucoup à toutes nos revendications. Moi, j'estime que la retraite à 60 ans, c'est normal. Oui. Depuis qu'on travaille, on est usé. Un homme à 50 ans sur le quai, il est cuit, il est fait comme un rat. J'ai 64 ans et je travaille depuis 27 ans ici sur le quai. Nous en avons marre, monsieur le ministre. Nous travaillons comme des noix. Vous avez raison, vous faites un travail qui est particulièrement dur et il faut que vous ayez un régime particulier. Je défendrai ce régime particulier et je ferai en sorte que vous ayez satisfaction sur le plan social. Il faut par conséquent un régime particulier qui existe et que je suis décidé à maintenir et même à renforcer. Et j'étudie actuellement sur le plan national le moyen de satisfaire pratiquement les revendications sociales des dockers. Mais je leur demande en même temps, et les voyages que je viens de faire me confirment dans cet effort que je veux réaliser, d'améliorer les conditions de fonctionnement de travail dans les ports, parce que je constate des anomalies extraordinaires. Non pas que je demande aux dockers de travailler plus, individuellement ils ont un excellent rendement, je demande que l'on organise mieux le travail pour que précisément ils puissent éventuellement travailler moins individuellement. Il y a dans nos ports maintenant des équipements très modernes. On peut arriver à certaines heures du jour, ou certains jours où ces équipements ne travaillent pas. Il faut par conséquent qu'il y ait un aménagement des horaires pour qu'il y ait continuité du travail. Le problème est d'importance. D'un côté, 14 000 dockers, de l'autre, des armateurs, des exportateurs français même, qui se détournent du Havre ou de Dunkerque au profit d'Anvers ou d'Amsterdam. Parce que les grèves immobilisent les bateaux, parce que les ports français sont chers, bref, parce qu'ils ne sont pas assez compétitifs. Le commandant Raymond Kerverdeau, l'ancien commandant du paquebot Antilles, va devoir comparaître devant le tribunal maritime du commerce du Havre. C'est la décision prise hier par la commission d'enquête désignée après le naufrage du paquebot dans les parages de l'île Saint-Vincent. Cela s'est passé, vous vous en souvenez, le 8 janvier dernier, à proximité de l'île Moustique, à 100 miles marins au-dessus de la Martinique. Le bateau a pris feu après s'être échoué sur les rochers. Pour autant qu'on puisse le savoir, ce n'est pas une faute professionnelle qui est reprochée au commandant de l'Antilles, mais plutôt une imprudence, être passé trop près de la côte pour augmenter en somme le plaisir de ses passagers en cours de croisière. Reste à savoir bien sûr pourquoi les cartes marines que possédait le commandant n'indiquaient pas les rochers de corail sur lesquels le bateau s'est échoué. Réponse au cours du procès, soit en juin, soit en septembre. En moins de 48 heures, sur les routes de France et de Belgique, 2 accidents de transport de produits inflammables. Vendredi matin, d'abord près de Gand, en Belgique, une 3e victime est morte d'ailleurs ce matin. Et puis tout à l'heure, dans une rue de la Courneuve, près de Paris, où un camion-citerne s'est renversé et a pris feu. Là, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de victime, heureusement. Mais ces 2 accidents reposent le problème de la circulation des produits dangereux. Michel Toulouse. Ce matin, à la Courneuve, un camion-citerne chargé de 30 000 litres de mazout a pris feu après s'être retourné sur la chaussée. Le mazout s'est répandu dans les égouts où un risque d'explosion est à craindre, mais des moyens importants sont mis en place. Quelques voitures en stationnement ont été brûlées. Hier, l'autoroute Gand-Anvers, après l'explosion d'un camion-citerne transportant du gaz liquide. Le gaz s'était échappé du camion, la nappe de gaz a alors entouré les 8 véhicules qui le suivaient. Une étincelle ou peut-être une cigarette a enflammé le gaz. 3 personnes sont mortes brûlées vives. En Belgique, en 1967, un accident similaire avait fait 20 morts. Les mesures de sécurité que doivent respecter ces camions se sont montrées efficaces pour éviter tout risque lors du chargement ou du déchargement. Mais il semble bien qu'en cas d'accident de la route, il n'y ait hélas pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que vous devez respecter comme mesure de sécurité?
pas mal de choses. Nous avons des manots à l'avant et à l'arrière. Il faut les surveiller en cours de route, principalement l'été. Et au déchargement, vous ne devez pas fumer? Au déchargement, interdiction de fumer n'importe comment. Au déchargement, nous n'avons pas le droit de se trouver à côté du camion. C'est que n'importe, c'est la prudence, c'est tout. Quelles sont les mesures de sécurité que doivent respecter tous les camions qui transportent des matières dangereuses? Au point de vue roulage, ils doivent se maintenir à une cinquantaine de mètres les uns des autres s'ils sont en colonne. Les véhicules sont tous munis de 2 extincteurs au minimum. Un premier extincteur qui se trouve à l'extérieur et sur la citerne, et un autre extincteur poudre qui se trouve à proximité de la cabine du chauffeur. Est-ce que vous pensez qu'en cas d'accident, les mesures de sécurité, disons, sont respectées et sont suffisantes? Il y a différentes façons de vous répondre. Le chauffeur a des moyens qui ne sont pas importants, voyez-vous. Devant un gros coup dur, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas faire grand-chose, il peut quoi Oui, puisqu'il a seulement 2 extincteurs, finalement. S'il y a feu, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais ça arrive, très rarement. Alors, on se pose la question, est-ce que les citernes sont assez solides? Est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre plus solides ou plus épaisses? Les citernes répondent à un cahier des charges extrêmement sévère. Ces véhicules sont vérifiés et contrôlés avant le départ des usines. Ils sont vérifiés et réceptionnés en usine par les mines, par des agents des mines. Elles sont vues et revues au minimum par 3 organismes différents. Pour vous, finalement, alors dans quel sens on peut aller pour améliorer la sécurité? Quelle sécurité voulez-vous améliorer? Vous voulez améliorer la sécurité ou vous parlez des accidents? Oui, disons là, en cas d'accident. Accident, vous savez, il n'y a pas tellement de choses à faire. Cependant, il ne faut pas dramatiser. Sur le total des accidents chaque année, les camions-citernes en France ne comptent que pour 1%, et cela en transportant 60 milliards de litres de produits dangereux. Les sports maintenant, Michel Drucker. L'événement du week-end, c'est France-Hongrie de football. La tâche ne sera pas facile pour les Français. Oui, c'est un match de la Coupe d'Europe des Nations, vous l'avez dit, Paul Lefebvre, c'est un match très difficile pour l'équipe de France. Il suffit d'ailleurs de jeter un œil sur le palmarès des France-Hongrie pour mieux s'en rendre compte. Sur les 13 rencontres entre la France et la Hongrie l'a remporté 10 fois, la France 2 fois. Il y a eu un match nul, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que les 2 victoires françaises ont été obtenues en France. Jamais la France n'a gagné à Budapest. Le dernier match entre les 2 pays a eu lieu d'ailleurs en 66 à Budapest. La France s'inclina 4-2. Cet après-midi, c'est une équipe assez sérieusement modifiée par rapport à celle qui fit match nul en Espagne, qui va rencontrer la Hongrie. Le sélectionneur français a eu, vous le savez, des soucis pour former l'équipe française, car il y a de nombreux joueurs blessés. Et 3 heures avant le coup d'envoi, je ne peux pas vous donner la composition exacte, mais en principe, cette équipe de France devrait être la suivante. Carnu dans les buts, à l'arrière, Lemaire, Camerini, Bosquet et Djorkaeff, car vous le savez, le Bordelais Rostani est blessé. Milieu de terrain, Michel et Neuvy, et oui, car Mézy est blessé lui aussi. En attaque, Lèche, Revelli, Dinalo, puis probablement en deuxième mi-temps, Loubet et Beretta. En ce qui concerne l'équipe de Hongrie, c'est la meilleure possible, paraît-il, avec surtout Benet et Albert, qui sont 2 des meilleurs attaquants d'Europe. Je vous rappelle que le match sera télévisé en direct depuis Budapest à partir de 16h20 sur la première chaîne. 24 heures avant ce match Hongrie-France, le public de Rouen a pu se faire une idée de la valeur des joueurs réserves du football hongrois et du football français à l'occasion d'un match France-Hongrie Espoir. C'est notre camarade Guy Laurent-Chény qui a assisté pour nous à ce match. À vous, Rouen. Au stade Robert Diochon à Rouen hier soir, sur une pelouse rendue glissante par la pluie qui tombait par intermittence, les espoirs français en maillot sombre, culotte blanche sur la droite de votre écran étaient opposés à leur homologue hongrois. Cette première mi-temps allait être entièrement à l'avantage des jeunes coqs qui présentaient une attaque particulièrement brillante avec Parison, Chiesa, Molitor, Arribas et Lechantre. Le milieu de terrain français avec notamment Larquet était omniprésent, ce qui obligeait l'équipe hongroise à se défendre et à parer au plus pressé. Plusieurs occasions de but pour les Français, notamment sur cette action où le tir de Parison va heurter la barre transversale. Les Hongrois, pour leur part, n'arriveront que rarement à inquiéter la défense française, où Baratelli, le gardien, Burkhardt et Rio vont par contre être à l'ouvrage en seconde mi-temps. Et c'est sur un petit corner tiré par Lechantre à la 29e minute de jeu que Larquet va ouvrir la marque pour les Français, qui auront d'autres occasions de but, mais c'est sur ce score qu'on atteindra la mi-temps.
Les Français, semble-t-il, ont laissé passer leur chance. Et en seconde mi-temps, ce sont les Hongrois qui vont dominer, se montrer dangereux, surtout sur les coups de pied arrêtés, comme ici, où Grava et surtout Baratelli, le gardien, vont éviter le but. Les contre-attaques françaises n'inquiéteront que rarement cette seconde période le gardien hongrois Levaille, et ce sont les Magyars qui vont marquer à la 55e minute de jeu sur coup franc par Todt, Baratelli étant impuissant sur cette action. 1-1, score logique, mais les Français ont laissé passer, semble-t-il, leur chance en première mi-temps. Merci, un résultat de boxe amateur. Hier à Saint-Ouen, l'URSS a battu la France 7-4. Sport automobile, deux épreuves importantes ce week-end, 1000 km de Monza réservé au sport prototype et le Grand Prix de Pau de Formule 2. Pour les 1000 km de Monza, voici le résultat de la séance d'essai d'hier, de ce matin d'ailleurs, c'est Vic Elfort qui était le plus rapide sur une Porsche 917 devant Jackie Hick sur une Ferrari 312 et Claire Regazzoni également sur Ferrari. Grand Prix de Pau de Formule 2, quelques-uns des meilleurs pilotes du monde sont présents. Ils n'ont pas pu hier participer aux séances d'essai car il a plu. Il y a engagé dans ce Grand Prix de Pau Graham Hill qui n'a pas tourné hier. Graham Hill est actuellement le vétéran des pilotes de Grand Prix, ce qui n'empêche pas d'être le favori demain de ce Grand Prix de Pau avec Ronnie Peterson, Jean-Pierre Beltoise, François Sever. La séance d'essai d'hier, je vous l'ai dit, a été sérieusement perturbée par une pluie violente qui s'est abattue sur la cité paloise et de nombreux pilotes ont préféré rester au chaud. En attendant les éclaircies, ce fut le cas d'ailleurs de Graham Hill. Vous voyez Beltoise ici qui assiste à la séance d'essai des voitures de Formule France. Car en dehors de ce Grand Prix de Formule 2, il y a une épreuve, il y a le Trophée de France, le Grand Prix de Formule 3 demain à Pau et aussi le Critérium Formule Renault. Vous voyez que la piste était très glissante hier. Je vous donne les derniers résultats des essais. C'est Ronnie Peterson qui était le meilleur hier en Formule 2 sur une marche 712 devant Brambilla et Josso, le Normand qui pilote cette année une marche 712 également. Je vous rappelle que ce Grand Prix de Pau sera télévisé demain en fin de journée sur la deuxième chaîne. C'est Stéphane Collaro qui sera notre envoyé spécial là-bas. Handball, finale du championnat de France ce soir. À Coubertin, si vous aimez le handball, précipitez-vous. Ce sera un très beau match, sans doute, entre Ivry et la Stella Saint-Maur. C'est la 19e finale du championnat de France. Rugby, quart de finale demain, vous les connaissez. Béziers-Bagnères de Bigorre, match télévisé. Agen-Mont-de-Marsan, Brive-Dac et Stade Toulousain. Toulon. Nous en arrivons au basket. Deux compétitions très importantes ont lieu le mois prochain. Le championnat du monde féminin au Brésil et le championnat pré-européen en France au Mans. La France est engagée dans ces deux compétitions et les Français multiplient les rencontres qui devraient les amener au sommet de leur forme à cette époque. Hier à Coubertin, l'équipe de France féminine a retrouvé la Tchécoslovaquie. Elle a encore perdu 67-65 dans les dernières secondes. Quant à l'équipe de France masculine, elle rencontrait l'équipe des Pays-Bas et Jean Reynal, notre envoyé spécial, était dans la tribune de presse. Les basketteurs français qui jouent en maillot blanc prirent un excellent départ grâce au Villeurbanais Gilles, Leray et Lespinasse qui fut le meilleur homme de la rencontre. Longueville du Racing Club de France et Durand de Villeurbanne faisaient la loi sous les panneaux malgré la taille des pivots néerlandais. À la 10e minute, l'équipe de France avait déjà fait le trou, 18 points d'avance. Joël Jaunet, l'entraîneur manager de l'équipe, en profita pour aligner tour à tour ses 12 éléments. Jean-Pierre Stellins de Denain prouva alors qu'il n'avait rien perdu de son adresse. L'Antibois Bonato réussissait quelques bras roulés. Charles Tassin de Caen et Jean-Gal de Berck organisaient très bien le jeu, cependant que Ganal du Mans confirmait ses qualités de défenseur. La seconde période constitua un bon galop d'entraînement pour l'équipe de France. Dans une équipe des Pays-Bas assez décevante, il faut bien le dire, le meilleur réalisateur fut le numéro 14, Vanceros Kerken, 2,10 m, et le plus adroit, Rune Arevic. Mais hier soir à Coubertin, l'équipe de France était nettement supérieure et les Néerlandais s'inclinaient très logiquement par 107 à 65. Les deux équipes se retrouvent ce soir à Caen, au Palais des Sports. Les turfistes, maintenant, rendez-vous demain à Longchamp dans le prix de la Reine Marguerite. Quels sont les favoris de la Reine Marguerite? Je vais vous dire, jamais un tiercé n'avait paru aussi simple à toucher. Il suffisait apparemment de jouer une EHS, c'est-à-dire une combinaison avec 2 chevaux, Beaumérat et le poulie d'or de l'hippisme, c'est-à-dire... c'est pas qui c'est. Non. Eh bien, figurez-vous que je perds son nom, c'est le cheval... Ça ne fait rien, mais non, c'est très important parce que c'est un cheval qui ne prend pas part à la course... Et vous me faites rire, excusez-moi. Enfin, il reste quand même comme favori Beaumérat, le numéro 3, le 9 Huntley, qui risque de faire un piment dans ce tiercé. On peut voir également, je crois, un petit peu Duc d'Aquitaine sur sa classe, Kizas, bien qu'il rentre, Red et Alto, dont on dit le plus grand bien à Maison Lafitte. Eh ben, je pense, Alto, que vous retrouverez votre cheval ici ce soir. Ah, ben, je le retrouverai dans 15 secondes.
Hebdomidi Loisirs maintenant, Jean Lanzy. Eh bien, je vous proposerai aujourd'hui deux promenades très différentes. La première est sportive et elle n'est pas à la portée de tout le monde. Nos reporters de la station de Montpellier ont suivi, pendant les vacances de Pâques, une descente de rivière originale, où, tout au long de l'Hérault, qui part du Montégoal, qui se glisse dans les Cévennes et qui aboutit à la Méditerranée. L'Hérault, une rivière difficile. Comment ont-ils descendu l'Hérault? Vous allez le voir, mais je vous recommande une chose, accrochez-vous bien. L'eau est à quelle température pour le moment? Oh, elle n'est pas froide, je pense supérieure à 7 degrés environ. Et ça fait combien d'heures que vous êtes dedans? Quelle heure est-il à peu près? 9h30, et il doit être vers 1h, non? Il est 1h30. 1h30. C'est mieux, 9h30. Et vous n'avez pas froid? Non, non. Non. Vous savez combien de kilomètres vous avez parcouru? Environ, ça fait 30, 30. Oui, pas tout à fait. Il doit y en avoir de 25 à 27. On doit vous demander souvent pourquoi vous faites ça. Oui. Il y a une raison? Il y a une raison, c'est que d'abord, on est sportif, puis on commence à aimer la rivière parce que ça nous fait quand même 7 ou 8 rivières qu'on fait en France. Vous avez fait le Tarn, je On crois. a fait le Tarn, oui, puis l'Ardèche, le Sassac, le Haut-Rhône et le Rhône. Et puis on est allé en Autriche aussi faire l'Inn. Alors pourquoi avez-vous choisi l'Hérault? Et puis surtout à cette saison, parce qu'il fait vraiment Ben, très chaud dans l'Hérault à cette saison. D'abord, c'est parce que je suis de la région, moi. Et on a eu de la chance parce qu'il a plu ces jours-ci, là. Il y a beaucoup plus d'eau que d'habitude. Et l'Hérault est assez haut en ce moment, oui. Heureusement, parce qu'on n'aurait pas pu le faire. Quel est votre plus grand ennemi, là? Ça n'est donc pas le froid, d'après ce que vous m'avez dit, ce sont les rochers? C'est les rochers, oui. Les rochers et les troncs d'arbres. Ce qui est dangereux dans les rivières, en principe, ce sont des arbres arrachés et qui se coincent, vous savez, entre des rochers. Et lorsqu'on est projeté dessus, ou on passe dessus ou on passe dessous, mais c'est assez coriace parce qu'on peut être pris dans les branches. Alors vous avez tous les deux des sacs imperméables, je suppose. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a toutes nos affaires, enfin nos habits secs. Nous avons également, on a une tente, enfin, parce que nous campons au bord de la rivière, on n'en principe pas. Vous n'êtes pas comme les grands sportifs des sports en vogue qui ont masseur à l'arrivée, hôtel, etc. Ah non, non, absolument pas. Vous êtes vraiment de pions amateurs. Oui, c'est-à-dire que nous aimons beaucoup la nature, c'est pour ça. De plus, ici, c'est très joli. Alors vous faites 4 étapes exactement, et pour ces 4 étapes, vous couchez dans la nature. Oui, oui. Nous couchons au bord de l'eau. Et vous arriverez quand à Agde? Vendredi vers 2h, 2h30, quoi. Bye.
Deuxième promenade, elle sera plus paisible, elle sera un petit peu en marge de l'actualité, puisque nous allons nous rendre en Yougoslavie, où se trouve en ce moment le Premier ministre. Vous savez qu'il revient ce soir de la visite qu'il a effectuée cette semaine là-bas. Mais le Premier ministre n'a pas fait de tourisme en Yougoslavie, alors que les Français qui se rendent là-bas en vacances sont chaque année plus nombreux. Une promenade là-bas, donc, Alexandre Balou, Jean-Louis Saporito l'ont effectuée pour nous, dans les vieilles rues de Dubrovnik. Petite colonie romaine jusqu'au IXe siècle, Dubrovnik, qui s'appelle alors Raguse, prend son essor avec la réunion des tribus slaves voisines et de la population romaine à l'intérieur de cet îlot fortifié. Dès le XIVe siècle, malgré la concurrence de Venise, Dubrovnik prend le monopole de la navigation et du commerce dans l'Adriatique et la Méditerranée. Proclamée république au XVe siècle, la petite communauté réussit à sauvegarder son indépendance et à maintenir la liberté de son commerce sous toutes les dominations, celle de la République de Venise et celle des Ottomans surtout. Au XVIIe siècle, alors que l'Empire autrichien, favorisant Trieste, devient la principale puissance politique sur l'Adriatique, la petite République de Dubrovnik réussit à maintenir son statut en payant un lourd tribut aux Habsbourg. À la fin du XVIIIe siècle, avec l'offensive des armées napoléoniennes, c'est le début du déclin. En 1808, la petite république de Dubrovnik cesse d'exister pour faire partie de l'Empire jusqu'en 1815. Annexée alors par le Congrès de Vienne au royaume des Habsbourg, Dubrovnik devient cette petite ville au passé glorieux qu'elle est restée une fois intégrée au nouvel État yougoslave en 1918. Et plus tard, en 1945, après la libération, Dubrovnik renoue avec la prospérité touristique cette fois. Jean Berthaud, vous avez, je crois, retrouvé votre Polydore de la Reine Marguerite, le nom. Ben, c'est un nom inoubliable, il s'appelle Faleron, et son entraîneur est M. Klimcha. Il sait que son cheval n'aime pas beaucoup le terrain collant. Comme il aurait été grand favori, il a eu peur de décevoir et que l'on crie au scandale, il a préféré le retirer ce matin. C'est pourquoi il n'y a pas de Faleron dans la course, 16 partants seulement. Télémidi est maintenant terminé, merci de l'avoir feuilleté avec nous. Bonne journée.